Bonjour à tous, soyez les bienvenus. On est ravis de vous accueillir depuis les bureaux de Sage à Paris. Je suis très heureuse d'être parmi vous. Alors, c'est pas moi qui vous accueille, c'est vous qui m'accueillez aujourd'hui. Arnaud Petit, merci beaucoup. Voilà, DG France et Europe du Sud de Sage. On a Nicolas Mélin, qui est directeur de l'innovation, et puis Cédric Rougeau. Je vais vous présenter un petit peu plus en détail pour qu'on puisse faire connaissance. Et puis pour ceux qui ne me connaissent pas encore, s'il y en a encore quelques-uns qui ne m'ont pas encore vu au précédent Experiency, je suis directrice du digital et du développement pour Adéquancy, et on est ravis d'explorer ce sujet brûlant, qui est la facturation électronique, qui nous amène de la réglementation à la digitalisation. J'espère que côté son, côté vidéo, tout va bien. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, c'est dans le chat. Alors Arnaud, merci de nous accueillir. Vous êtes aujourd'hui donc à la tête de Sage pour la France et l'Europe du Sud, avec la mission de consolider le leadership de l'entreprise dans un contexte qui est vraiment marqué par des transformations majeures, technologiques avec l'IA, réglementaires avec le sujet d'aujourd'hui. Vous avez un parcours de plus de 20 ans dans la finance qui vous a conduit à des postes de direction chez Microsoft, Atos, Philips, encore Cisco, en France comme à l'international. Vous allez pouvoir partager cette vision de l'international aussi qui nous intéresse beaucoup. Et puis aujourd'hui, vous pilotez la croissance durable de Sage au cœur de la mutation, avec une vision stratégique du numérique qu'on a vraiment envie de découvrir. Merci d'être avec nous. Merci, bienvenue à la maison. Merci. Nicolas. Bonjour. Nicolas, directeur de l'innovation pour Sage Europe du Sud et Afrique francophone. Alors, vous avez rejoint Sage en 2014 et vous occupez ce poste depuis l'année dernière. Vous pilotez aujourd'hui tout un département qui est dédié à la valorisation des innovations stratégiques, avec un objectif qui est assez clair, qui est d'accompagner la transfo des entreprises grâce à l'adoption du cloud et de l'intelligence artificielle. Exactement. Ouais, donc, on va revenir dessus parce que finalement, le sujet d'aujourd'hui, il nous amène aussi à des sujets beaucoup plus vastes de digitalisation. Que dire de plus? Vous êtes engagé pour une innovation utile et concrète et vous créez des ponts entre les technologies, les partenaires, tout votre écosystème dont on va parler tout à l'heure. Et puis tout ça au service des entreprises pour renforcer leur compétitivité. Oui, c'est très important. Bienvenue et ravi de passer cette heure ensemble. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, on a une nouvelle formule. On est ravis d'accueillir Cédric Rougeau parmi nous, qui est votre voix parmi nous, qui est manager de transition, consultant spécialiste dans la transformation digitale. Merci beaucoup d'avoir accepté de porter la voix des managers de transition. Merci pour l'invitation. Alors, vous êtes consultant transfo digital avec une bonne dizaine d'années d'expérience dans le pilotage de projets transverses, beaucoup dans le secteur de la banque, de l'assurance et des mutuelles. Vous intervenez sur des sujets tels que la dématérialisation fiscale, l'automatisation des processus ou encore la mise en conformité réglementaire, de votre présence parmi nous aujourd'hui. Vous avez accompagné différentes structures de différentes tailles, et notamment dans la conduite du changement. Donc, vous aurez un regard éclairé sur comment ça se passe concrètement sur le terrain. Et votre parcours vous a permis de gérer des projets assez complexes avec pas mal d'équipes pluridisciplinaires, des enjeux techniques, organisationnels, réglementaires. Bref, j'espère qu'il va couvrir toutes vos questions. J'espère aussi. Bon, on va bien s'amuser. Ouais. Alors, sans plus attendre, on y va. Peut-être on va commencer avec vous, Arnaud, si vous voulez bien. Déjà, pour nous rappeler qui est Sage. Alors, tout le monde connaît Sage. Hein, on a tous une idée, mais Sage a beaucoup bougé. C'est beaucoup dynamisé ces dernières années et vraiment revenu comme un player incontournable. Est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous en êtes? Qui est Sage aujourd'hui? Merci de me poser la question. On n'est pas tellement bon pour faire savoir qui est Sage. Je vais prendre quelques secondes pour le rappeler. C'est le deuxième acteur mondial en termes de comptabilité, gestion, finance. Et c'est pas rien, c'est-à-dire qu'on a une présence planétaire. On est très très fort aux États-Unis, en Angleterre, en Europe. On est extrêmement fort en Afrique, avec une présence historique. C'est un éditeur qui est là depuis plus de 40 ans. On est présent en Australie, en Asie. Et donc, il faut le savoir, parce qu'en fait, souvent, en France, on est très franco-français. On regarde que nos acteurs français. Et Sage est un acteur planétaire. À ce titre, pour vous donner un petit peu du recul, il y a un peu moins de 20 acteurs dans le monde qui sont dans le SaaS et qui font plus d'1 milliard de chiffre d'affaires. On est une petite dizaine, à vrai dire, en fonction des résultats des uns et des autres. Et Sage en fait partie dans ce club très fermé. C'est pour vous dire qu'on a une force de frappe très forte et on a une présence géographique très importante. Pourquoi c'est intéressant dans cette conversation?
justement parce qu'on a la chance d'être présent dans beaucoup de pays et d'être un acteur majeur. Si ce n'est pas le deuxième, on est premier. Et donc, du coup, d'avoir observé justement comment se passe la facture électronique ailleurs. On n'est pas les premiers. Certains pays ont déjà basculé. En Europe, par exemple, on a le Portugal, on a l'Italie, on a le Luxembourg, et on peut apprendre de ce qui fonctionne bien et de ce les couacs, les petites erreurs qui ont été faites. Et donc, au regard de ces enseignements, on est en mesure d'accompagner justement l'écosystème des 4 millions d'entreprises en France avec un savoir-faire et puis des observations qu'on a vues à l'étranger. Sedge en France, c'est, après avoir parlé du groupe, c'est une entreprise qui est là depuis plus de 40 ans, qui a un nom anglophone, mais en réalité, on est très, très français. On est français à plein d'égards. La première chose, c'est qu'on a beaucoup acheté des entreprises françaises. À vrai dire, la quasi-totalité des solutions sont françaises. Et donc, on a trouvé des pépites, il y a 30, 40 ans, il y a 5 ans, il y a 7 ans, qui font le succès de cette entreprise et qui font le succès de nos clients. Parce que du coup, elles bénéficient d'une innovation qui est née en France. Pour ceux qui sont un peu plus âgés, qui ont mon âge, ils connaissent Ciel, qui est un produit de comptabilité des années 90 et qui a eu un enfant et un petit enfant. Aujourd'hui, c'est 750 et qui fait le succès de beaucoup d'entreprises. On a Sahari, on a un produit phare qui est leader sur le marché des PME, qui est vraiment 61% de part de marché, c'est 700, qui est un produit qui a une profondeur et une largeur fonctionnelle inégalée sur le marché. Et on accompagne comme ça les petites entreprises, les TPE, PME, et on va jusqu'aux OTI avec un produit comme X3 et FRP 1000 qui vont jusqu'aux entreprises du CAC 40. Ce qu'on sait faire, on sait aller accompagner. On a 14 lignes de produits qui vont de toutes petites entreprises jusqu'aux grands groupes. Quand je dis ça, en fait, vous parlez d'innovation. Le premier, c'est qu'on a fait des acquisitions. Par exemple, récemment, on a acquis une entreprise en 2018 qui s'appelle Sedge Intact aux États-Unis et qui explose, qui a 22 000 clients. Et on fait atterrir Sedge Intact en France pour bénéficier de la modernité du cloud et de ce que les dernières technologies peuvent offrir justement aux entreprises françaises et aux personnes qui sont sur cette ligne en termes de compétitivité. Et puis, on a Sedge Active pour les toutes petites entreprises. Voilà. Dans un contexte, évidemment, d'innovation, je laisserai Nicolas en parler. On a plein de nouveaux sujets, de l'IA en passant par les networks, en passant par la facture électronique. Et la migration cloud reste encore un sujet. Alors, oui, alors c'est délicat parce que aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans, à vrai dire 15 ans, que le cloud est un sujet. Donc, c'est devenu une commodité pour beaucoup d'entre nous, mais pas tous. Je suis un peu gêné de le dire. Il y a encore beaucoup trop d'entreprises qui sont un peu réfractaires. C'est pas que français. On a certains acteurs européens pour avoir vécu très longtemps en Espagne, en Europe centrale, en Tchéquie, en Pologne, en Roumanie. Il y a des préjugés. En fait, on est un peu à la traîne en France. Et nos collègues et nos copains européens ont pris le pas et ils sont bien. On est avant-dernier au niveau européen. Donc, il y a un message fort. On vient encore avec nos préjugés. En fait, je viens de 4 ans d'Espagne, à Madrid. Les Espagnols ont franchi, ils accélèrent sur le cloud, ils sont très, très efficaces. Et certains pays, par exemple, qui étaient vraiment à la traîne, je pense aux pays d'Europe centrale, ont sauté des technologies, un peu comme l'analogie, c'est peut-être la téléphonie. Ils sont passés directement au 5G. Ils n'ont pas attendu. Voilà. Oui. Et donc, ça va très vite. Donc, le cloud est un sujet. Et dans un contexte de facture électronique, ça ne devrait plus l'être, à vrai dire, parce que c'est limite la compétitivité des entreprises qui est à mal, qui est à risque, si on n'a pas compris, en tant que dirigeant, que le cloud est un facilitateur, un accélérateur de croissance et de business. Ouais. J'en profite parce que je sais que sur le call là, on a des dirigeants, on a des influenceurs, on a des personnes qui sont auprès du comité de direction et qui peuvent insuffler et influencer. Donc, je saisis l'opportunité de rappeler que le cloud est important. Et la facture électronique, à vrai dire, on va en parler ensemble, c'est un accélérateur de digitalisation, de modernisation. Nicolas le dira mieux que moi. Ça, c'est votre vision, en fait. C'est qu'aujourd'hui, c'est une opportunité à saisir pour mettre une première brique. Ouais. Alors, c'est vrai que, rapidement, en quelques secondes, aujourd'hui, tout ce qui est
la collection, je suis un ancien directeur financier, il faut que les gens le savent. Du coup, voilà, pour ceux qui sont sur le call, qui sont en finance, j'ai 23 ans de direction financière. Le premier bénéfice de la facture électronique, c'est de régler un problème d'administration, de temps passé. C'est extrêmement manuel de collecter. Donc, tout ce qui est collection des factures clients, account receivable, account payable, c'est extrêmement pénible et souvent manuel. Donc, le premier sujet, c'est gagner du temps et une efficacité. Le second, et ils le savent très bien, ceux qui sont sur le call, c'est qu'on a beaucoup encore d'erreurs. Et certains de nos clients et fournisseurs en profitent. C'est-à-dire que la mauvaise adresse, tiret, le mot de TVA qui est erroné, le retour de facture, le ping-pong, on perd un temps fou et du coup, on perd de l'argent parce que l'argent n'est pas collecté. Donc, 1, efficacité, productivité. 2, les erreurs. Et 3, on collecte plus vite. Et ça, c'est pour une TPE, une PME, c'est le nerf de la guerre. Pour nos clients, on les voit au quotidien, leur souci, c'est pouvoir payer les salaires à la fin du mois. Collecter, c'est clé. Donc, ces trois sujets sont, entre autres, au cœur de la facture électronique. D'accord. Alors, du coup, cette réforme, on est plutôt pour. La réglementation, elle est au service des entreprises. Je pense que Arnaud, on a pas mal parlé déjà des avantages. Sur le terrain, ce qu'on voit encore, clairement, déjà, très peu d'entreprises françaises sont informées. Ça, c'est un des sujets, que ce soit les TP, les ETI, les grands groupes, ça va. On voit que les démarches ont déjà été engagées, les transformations sont là. Dans la partie ETI, PME, on estime entre 30 et 35% d'informations. Donc, ce qui reste faible sur le timing qu'on a. Ce qui est très faible. Et les TPE, alors là, c'est un sujet encore très, très vague. Donc, on a ce premier rôle chez nous, c'est d'informer. C'est pour ça qu'on participe aussi avec vous aujourd'hui, accompagner les experts comptables dans cette notion, dans ces connaissances, puis les revendeurs, les intégrateurs, les cabinets de conseil. Il faut absolument qu'on parle beaucoup plus de cette facture électronique. Alors nous, quand on en parle, le premier réflexe de nos clients, c'est encore une contrainte réglementaire. C'est une contrainte réglementaire imposée par l'État qui a comme unique objectif de collecter de la TVA et on s'arrête là. Maintenant, dès qu'on va un peu plus loin, dès qu'on dépasse cette notion de contrainte, eh bien, on voit toute la valeur ajoutée de la transformation numérique. Et comme dit Arnaud, c'est collecter plus vite, c'est la digitalisation, c'est la transformation numérique. Je vous donne un exemple concret, pour rebondir sur ce que disait Arnaud également. En France, on estime que la transformation numérique est à 35% réalisée seulement auprès des entreprises françaises. Là, au UK, ils viennent de dépasser les 50%. Aux États-Unis, c'est 81%. Donc, c'est aussi un enjeu de compétitivité nationale. C'est un vrai enjeu de compétitivité nationale. Et cette transformation, cette facture électronique est un catalyseur de la digitalisation. La facture électronique, officiellement, alors on peut entendre parler de report. On peut entendu parler d'amendement. Vu la collecte de TVA que va générer la facture électronique, je suis prêt. Il y a peu de chances que ça renonce à ça tout de suite. La fraude reste malheureusement un sujet en France. Donc il y a un enjeu du budget d'État. Exactement. Donc en dehors de la transformation. D'accord, ça c'est notre côté latin, ça. Ah oui. Mais pas que en France. On peut peut-être afficher le calendrier. Exactement, un petit retour si tu veux bien nous redire. Que ça soit clair pour tout le monde. Donc la facture électronique officiellement doit arriver à partir de septembre 2026 en émission et en réception pour les ETI et les grands groupes. Pour les TPE et PME uniquement en réception en septembre 2026. D'accord. Et l'émission aura lieu à partir de septembre 2027. Néanmoins, vous doutez bien qu'à partir du moment où l'ensemble des entreprises des grandes entreprises vont faire de l'émission, tout le monde va être équipé. Donc en fait, ça paraît loin, mais c'est pas si loin. Ah, c'est pas loin. C'est pas loin. Ouais. Et notre vrai enjeu, c'est de le faire savoir clairement et puis de faire en sorte de se préparer. Donc c'est un sujet de qualifier la data, mettre en place ce projet. Quand on est dans une ETI, je vais certainement en parler un petit peu plus. C'est un vrai enjeu. Donc, il faut qu'on arrive à faire ça. Si on regarde les points importants de la facture électronique, il y a déjà ce contexte. Donc, lutte contre la fraude de la TVA. Ça, c'est le premier objectif. C'est l'objectif de l'État. C'est pas que français, tu l'as dit, Arnaud. C'est français, c'est européen. Et de plus en plus mondial également. Donc, les pays qui sont déjà passés au niveau de la facture électronique, on voit un énorme bénéfice en collecte de TVA, ça c'est clair. C'est une simplification de la déclaration de la TVA, parce qu'aujourd'hui, c'est
complexe de déclarer sa TVA. Aujourd'hui, ça sera beaucoup plus simple. C'est également un atout au niveau de l'activité, de la maîtrise de son activité en temps réel. L'enjeu des clôtures, aujourd'hui, les clôtures, que ce soit mensuelles, trimestrielles ou annuelles, c'est entre 5 et 9 jours en moyenne. Ça veut dire qu'on a sa data, on a son pilotage 10 jours en retard, en décalé. Avec la facture électronique, c'est finalement, on verra l'ensemble de ces données en temps réel. Donc, les décisions à prendre seront immédiates. Je sais exactement combien j'ai dehors, combien je dois rentrer. Bon, ça va être un argument fort. Et vous allez entendre un mot très fréquemment, un acronyme, PDP. PDP, c'est-à-dire plateforme de dématérialisation partenaire. Donc, il va falloir une PDP pour chaque entreprise assujettie à la TVA aujourd'hui. Vous allez devoir choisir votre PDP. Les PDP, il y en a dans des banques, il y en a dans des éditeurs, il y en a dans des fournisseurs de dématérialisation. Nous, on a fait le choix chez Sedge d'avoir la PDP directement intégrée sans surcoût dans l'ensemble de nos logiciels. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes client Sedge. Il y en a, en principe, il y en a 50% sur le code, on occupe 50% des entreprises en France. Vous avez votre PDP qui est directement intégré et ça sera sans surcoût. Donc, c'est une très bonne nouvelle pour nos clients et pour ceux qui vont… Et pour accélérer, du coup, aussi vraiment l'intégration. Exactement. Ouais. Ça sera très simple et ça permettra de relier l'ensemble des acteurs je dirais, de l'économie. Et enfin, on en parlait, la compétitivité des entreprises en France, qui est un vrai enjeu. Voilà pourquoi la facture électronique. J'aimerais compléter, Nicolas, quelque chose qui est important. En fait, chaque pays européen, il va à sa propre manière, avec son propre calendrier. Propre manière, ça veut dire que les restrictions, la façon de faire de la France n'est pas la même que l'Allemagne ou l'Espagne ou l'Autriche ou le Portugal, par exemple. Et donc, du coup, pour des ETI ou des PME qui ont des clients à l'étranger ou des fournisseurs à l'étranger, ça veut dire c'est un peu contraignant. Il faut comprendre ce qui se passe à l'étranger. Sedge, je rappelle ce que vient de dire Nicolas, en tant qu'éditeur, nous, c'est une obligation. C'est un non-sujet. C'est-à-dire qu'on met au sein même de nos solutions la conformité sur l'ensemble de nos produits. Donc, en gros, confiance, on est là pour vous accompagner là-dessus. Et aussi, la conformité à l'étranger. C'est-à-dire que si, pour un exemple, vous êtes à Strasbourg, vous avez le client en Allemagne, vous êtes à Biarritz et vos fournisseurs sont en Espagne, tout ça, on sait gérer puisqu'on a cette présence géographique européenne. Donc, c'est un élément pour assurer. Et le deuxième point qu'on ne sait pas souvent, c'est que quoi qu'il arrive, en 2030, tout document qui sort d'un pays européen vers un autre pays européen doit être conforme au invoicing, à la facture électronique. Donc, j'ai envie de dire que l'Union européenne donne au pas de charge un calendrier, ça fait des années qu'ils l'ont donné, donc c'est pas nouveau. Certains, ils sont déjà. On est un peu, de nouveau, un peu… on est vraiment mauvais élèves. Voilà. Mais que, de toute façon, d'une manière ou d'une autre, ça se fera avec nous. Il n'y a pas de sang, en fait, c'est avec nous. Et donc, se préparer maintenant, je pense que c'est important. On a tous les cas, en France, souvent, on fait ça un peu au dernier moment. On fait ça bien, on bachote, et on a les résultats. Voilà. Plus tôt on s'y prend, mieux c'est. On regarde les succès de 2024. Certains sont extraordinairement beaux. Je pense aux Jeux Olympiques. C'était un travail de longue haleine et c'était préparé de manière hyper quali. Et le résultat est spectaculaire. C'est un enjeu de cette ampleur. Quand on a 4 millions d'entreprises 4 millions d'entreprises doivent basculer, ça se prépare. Je vous donne un exemple tout à fait concret. On a constaté dans les pays qui ont basculé, les premiers mois, les premières semaines, c'était extrêmement chaotique. Pourquoi? Parce que les entreprises envoyaient à leurs clients leurs factures, mais les adresses des clients ne collaient pas avec exactement la donnée de l'État, l'annuaire. Donc, il y a eu beaucoup de ratés et beaucoup de frustration. Dire, mais ça marche pas, je suis pas collecté, l'adresse de mon client ne colle pas, voilà. Et donc, pour y répondre, par exemple, je donne un exemple concret, on a mis en place un outil qui s'appelle Sage Data Cleaning and Control, DCC. Ça nettoie la base client. Ça nettoie, ça balaye la base et ça regarde l'adresse, la TV, le mot de TVA, le CIR tiré, ça réconcilie. Et ça permet de nettoyer la base, qui est la première étape avant de basculer facture électronique. Voilà. Ça, on va en parler parce que c'est vrai que ça touche beaucoup plus largement. C'est super concret, c'est bête, voilà, c'est pratique. Oui, mais pour le coup, ça peut faire gagner beaucoup de temps justement dans la mise en place de cette réforme, puisque la question de la donnée est quand même centrale sur cette réforme.
Et effectivement, avoir le numéro de SIRET de ses clients, c'est pas forcément simple. Donc c'est vrai que c'est un module qui permet justement de répondre à ce besoin. Et sans compter que j'aimerais aussi rebondir sur le calendrier, sans vouloir jouer le Cassandre. Il ne faut pas oublier que septembre 2026, c'est l'année prochaine. Ça va arriver extrêmement vite. Et c'est pour ça qu'il est extrêmement important qu'aujourd'hui, les entreprises s'y mettent dès aujourd'hui, puisqu'en fait, c'est un projet de longue haleine. On y reviendra après, mais en tout cas, ce n'est pas un projet simple à mettre en place. Donc, c'est vrai que s'y prendre dès maintenant, c'est pas plus mal. Plus on attend, plus ça va être extrêmement compliqué. Ça ne va pas suffire de bachoter en dernière ligne droite. Hein. Ah non, Pas sur ce coup-là. Hein. Ça me paraît dangereux peut-être. Sur le terrain, c'est quoi votre retour vous, quand vous en discutez avec les entreprises que vous rencontrez, les missions que vous avez réalisées dernièrement? Ouais. Le niveau de maturité, on en est où? C'est quoi votre perception? Alors, le niveau de maturité, il va être très variable. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Après, de manière concrète, moi, ce que je ressens au niveau de mes expériences, c'est que autant que les DAF soient sensibles justement à cette problématique-là, souvent, plus haut dans la strate hiérarchique, on a tendance à repousser cette réforme. C'est pour ça qu'il est aussi important de convaincre en interne, d'emmener les équipes sur ce sujet, parce qu'encore une fois, c'est pas juste je me mets en conformité et je n'ai rien à faire. Clairement, ça va être d'avoir une vision claire de ces processus, ça va avoir une vision claire de sa data. Concrètement, où est-ce qu'on en est dans la culture par rapport au data management? Comment est-ce que la DSI s'inscrit dans cette logique-là? Moi, de mon expérience aussi, c'est que lors de la mise en place de cette réforme, eh bien, en fait, parfois on découvre des process qui sont pas forcément carrés avec ce qui devrait être. Il faut oublier que cette réforme, l'État verra tous les flux passer. Donc, ça nécessite aussi d'être en conformité aussi sur toutes ces choses-là. Donc, et c'est pour ça que, clairement, il ne faut pas hésiter dès maintenant à vouloir avoir une vision claire sur où est-ce que j'en suis moi avec mon processus, avec mes outils, avec mes utilisateurs, et comment est-ce que demain je peux atteindre la cible le plus efficacement possible, tout en essayant d'avoir aussi une valeur ajoutée, puisque n'oublions pas que les réglementaires, certes, souvent quand on en parle, c'est une contrainte. Maintenant, il faut aussi en faire une opportunité justement pour s'améliorer et aller, Oui, tout à fait. et aller plus loin. Ouais. C'est vrai qu'on a parlé des bénéfices au niveau de l'entreprise, de la gouvernance et de la gestion de l'entreprise, mais sur le terrain, c'est aussi des bénéfices en termes de conformité, traçabilité, etc. Nicolas, Oui, tu peux revenir dessus? une fois qu'on a évacué le sujet réglementaire, parce que l'APDP en tant que tel n'a pas de valeur pour l'entreprise. On en est conscient, l'APDP, c'est un flux, c'est pour l'État. Maintenant, c'est la première étape de la transformation numérique, mais ça va apporter plein de choses. Alors, avant de rentrer dedans, je voudrais juste préciser quelque chose qui est très important. Envoyer un mail avec un PDF, avec la facture en PDF, c'est pas C'est pas de la facturation électronique. On a encore ce sujet régulièrement. C'est vrai. J'envoie mes factures par mail. Non. La facture électronique, c'est des échanges entre justement des PDP, clients, fournisseurs, qui sont connectés ensuite avec l'annuaire et ça va à la PPF. Et le PDF entre les deux. Ça monte. C'est vraiment du flux de données. Ça, c'est un point. Ce qui fait qu'en vérité, le PDF, ça sera un lisible de la facture, mais ce n'est pas la facture en tant que telle. Exactement. Donc, il faut un changement de paradigme. Il faut le préciser. Alors, déjà, ça va nous permettre d'automatiser les process. Clairement, à partir du moment où ton flux numérique est bien tracé et la data est juste, on automatise complètement les process. Donc, on gagne du temps, on gagne en productivité, on gagne en efficacité. Je prends un exemple parmi vous. Combien de fois est-ce que vous avez relancé un client qui, soi-disant, n'a pas reçu sa facture? En tout cas, sa réponse est « je ne l'ai pas eu ». Là, aujourd'hui, il ne pourra plus vous dire ça. Il aura la facture reçue, ça sera tracé dans votre portail, vous le verrez. Il l'a reçu, il l'a accepté, il l'a refusé ou il l'a payé, mais on verra tous les statuts. Donc déjà, ça, on va voir ça. Voir ça, ça va faire une accélération des paiements. Je ne sais pas si tu l'as dit, en Italie, 25% des paiements se sont accélérés. Donc, avec cette obligation, avec le fait de mieux tracer, alors, un scoop également, les mauvais payeurs d'hier seront toujours les mauvais payeurs de demain. Ce n'est pas parce qu'on aura cet outil qu'ils vont mieux payer. Mais les relances seront plus faciles, le recouvrement sera plus rapide, donc ça sera une bonne chose. Traçabilité, on verra mieux les flux. Et puis, un élément, on n'est pas très bon en France là-dessus, et pourtant on doit s'améliorer, c'est la notion de reporting.
Le fait d'avoir cette facture électronique et toutes ces datas justes, quand vous allez avoir votre pilotage, finalement, vos données seront bonnes, vous aurez vos bons clients, les bonnes informations et vos tableaux de suivi seront justes. C'est important dans une PME. Dans les grands groupes, les filiales, les ETI, ça va, on a plutôt des bons retours. L'expérience des PME et des micro-entreprises, c'est qu'on gère son entreprise souvent avec son compte bancaire, son compte courant. Donc, ce n'est pas forcément la bonne gestion. Et en plus, souvent, ce sont ces structures-là qui se doivent d'autant plus d'avoir une vision la plus précise possible de leur trésor. Ouais, nous, on le voit chez Sage avec nos data. Les entreprises françaises ne meurent pas par défaut d'activité, mais par défaut de trésorerie. C'est ça le vrai enjeu aujourd'hui. C'est le cash, l'enjeu des entreprises. Donc, la facture électronique. C'est une solution de recouvrement. C'est pas une solution de recouvrement, c'est une solution vraiment de pilotage. Donc, et puis, on parle beaucoup d'intelligence artificielle. Ouais. La facture électronique, c'est aussi les bonnes données, c'est des données fiables, c'est des données sécurisées. Et donc, au niveau de l'IA, ça nous permet d'aller encore plus loin en termes de proposition de valeur. Ça, c'est une super brique au départ, en fait, aussi. C'est là, on met une première brique pour aller exploiter. Ce terme brique, c'est une fondation. Et on construit des couches dessus. Alors, on n'en parle pas aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est le thème de la facture électronique, mais on pourrait parler avec vous de l'IA qui vient faciliter tout ça, qui vient, par exemple, on a créé un outil, on a lancé l'année dernière, mais il a déjà quelques années, qui s'appelle Sage Copilot, qui est un assistant dans nos solutions et qui va préécrire les emails de relance. Et l'utilisateur peut personnaliser en mettant le prénom, un petit mot à la fin. Et nous, on gagne un temps fou, justement, on est dans l'efficacité, productivité que j'évoquais tout à l'heure, pour l'utilisateur. Donc là, vous rentrez vraiment dans les métiers, aider chaque collaborateur à gagner en performance, chacun à son étage, à son niveau. Donc là, c'est de l'automatisation à outrance pour faciliter l'usage. Ça ne fait pas que ça, ça permet aussi par exemple, de faire du prévisionnel. Nicolas le dit très bien. L'enjeu des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise, c'est de pouvoir piloter, prendre des décisions très rapidement et donc avoir la prévision du cash sur fin juin, sur fin septembre, pour pouvoir investir maintenant, soit dans des machines, soit dans des recrutements, c'est absolument clé. Et tous les directeurs financiers qui sont sur ce call ou pas ont besoin, ils sont vraiment les bras droits des DG et viennent conseiller, influencer et recommander dans le pilotage de l'entreprise. Et donc, du coup, naturellement, gagner du temps d'un côté avec de l'efficacité et pouvoir piloter avec du prévisionnel, ça résonne. Donc, on voit que c'est beaucoup plus large finalement que juste une mise en conformité d'une réglementation. Voilà, c'est une brique à ne pas rater, à ne pas manquer. Il faut vraiment bien porter son projet. Il y a des enjeux organisationnels très forts. On va revenir dessus, Cédric, un petit peu après. C'est quoi les défis pour les entreprises, du coup, concrètement, pour porter ces projets, pour bien les construire et pour bien les mettre en place? Et peut-être juste avant ça, Arnaud, je profite que vous ayez la parole, mais ça a été quoi les défis pour Sage de s'adapter aussi pour pouvoir accompagner toutes les entreprises? Parce que je me dis que pour vous, ça aussi était un petit chamboulement en interne. Alors, en fait, je l'expliquais tout à l'heure, pour nous, c'est une obligation. Donc, être candidat PDP, postuler, on n'est que 3 éditeurs sur le marché français dans la liste des PDP. Pour nous, ça fait partie d'une attente, non seulement c'est une obligation, on attend que nos clients attendent ça de nous, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc et on est au cœur de notre métier. Sage, c'est aussi les workflows, l'automatisation des workflows. C'est des usages de solutions, de comptabilité, de finance, de gestion et de paye, mais de manière moderne. Donc ensuite, l'enjeu pour nous, c'est de coller aux usages de nos clients. Quand on accompagne une TPE, une entreprise unipersonnelle avec une personne ou 5, jusqu'à un grand groupe de plusieurs milliers d'employés, les usages sont radicalement différents. Donc, on colle, on fait du sur-mesure en fonction de l'usage de notre client. Donc, un client qui est une toute petite entreprise avec une solution qui a besoin de faire l'émission de ses factures clients, réception de ses factures fournisseurs, de suivre son compte bancaire et qui travaille avec un expert comptable, nos solutions de facture électronique, elle est hyper simple. Et elle travaille beaucoup avec l'expert comptable. C'est l'expert comptable qui va être l'expert comptable pour une TPE, c'est le premier personnel chez qui il va. Pour ses conseils, même pas que la boîte, mais pour sa offre, on est au seuil des déclarations d'impôts, ils vont tous, les entrepreneurs, pour un expert comptable. Quand on va travailler avec une ETI ou une PME, là, généralement, on a un département avec des comptables, avec des contrôleurs de gestion, avec un DAF,
Et donc, les besoins sont plus les mêmes. Donc, on accompagne, pour répondre à ta question, on accompagne, je te tutoie, on accompagne de manière différente, en fait, en fonction de nos clients, complètement différemment. Mais du coup, avec des cohabitations d'offres Ouais. qui ne sont pas forcément évidentes à gérer quand on est éditeur et qu'on Non, doit mais faire. c'est notre métier. Et on a des spécialistes. On est 1400, j'ai oublié de le dire, on est 1400 en France. Ouais. On a 400 développeurs. On a 280 personnes qui font du support. Et tous les jours, chaque semaine, c'est 10 000 clients auxquels on parle. Donc, on sait, ça fait 40 ans qu'on est là, on sait faire ça. Je vais juste compléter quand tu dis effectivement, il y a 14 lignes de produits aujourd'hui en France. Maintenant, ça fait des années que Sedge travaille sur ce qu'on appelle le Sedge Network. C'est un réseau inter-entreprises connecté entre les clients, les fournisseurs, les banques, les experts comptables. Imagine un réseau urbain, ça devient le réseau numérique. Et en fait, aujourd'hui, la facture électronique est la première étape de connexion à ce réseau. Donc, c'est un accélérateur pour nous, mais c'était déjà dans la stratégie de Sedge Monde depuis plusieurs années. Donc là, aujourd'hui, l'ensemble de nos lignes de produits se connectent au Sedge Network, dans lequel vous allez avoir accès à votre PDP, à la PDP Sedge, donc intégrée dans votre solution, et qui vous permettra d'être complètement conforme. Donc, c'est du produit pour continuer à apporter du fonctionnel, mais la partie réglementaire, elle est commune. La question que tu m'as posée tout à l'heure, c'était quels étaient aussi les challenges qu'on a rencontrés ou que nos clients rencontrent. Il y a plusieurs. Le premier, c'est la formation. Il y a un sujet de formation, c'est-à-dire comment utiliser, par où commencer, c'est quoi les étapes. Donc, par exemple, on utilise énormément notre écosystème. On a plus de 2700 experts comptables sur le territoire qui travaillent avec Sedge. On a 1100 partenaires. On a un maillage historique depuis 30 ans de partenaires répartis sur tout le territoire. On les appelle les VAR, c'est nos resellers, nos revendeurs. Ils connaissent la maison par cœur, ils ont 100 vers. Et eux, en fait, ils ont eux-mêmes ce maillage territorial en région. Et ils ont leurs propres clients, les nôtres, mais c'est grâce à eux en région. Ils animent, ils font énormément de réunions, de webinars, de réunions en présence pour démystifier, expliquer par où on commence, à quoi ça ressemble. Donc, 1, la formation. 2, il y a une anxiété par rapport au sujet. Est-ce que mes data vont partir? Est-ce que c'est fiable, la sécurité? Nicolas en parlait et en parlera. Il utilise le mot cybersécurité, sécurité. C'est un deuxième sujet. Et le troisième, je pense que c'est l'usage. Plus on pratique, c'est un peu comme pour nous, quand on a un téléphone ou qu'on rentre dans une nouvelle application, il faut pratiquer. Donc des usages hyper tangibles, hyper concrets. À mon avis, c'est les trois sujets. Je ne vais pas attendre. Cédric, c'est ce que tu vois sur le terrain. Je me suis mis en jeu de formation, d'accompagnement des différentes parties prenantes. D'ailleurs, si vous pouvez nous les lister, qui on met autour de la table quand on doit gérer dans une entreprise le déploiement de la facturation électronique? Alors, je dirais qu'en tout premier, on met la DAF. D'abord, c'est quand même un pire directeur. Moi, ce que je vois, c'est que souvent, c'est un projet qui est porté par la DAF. Ensuite, je dirais tout ce qui est DSI, puisque ça reste un outil, et souvent c'est eux aussi qui gèrent l'exploitation. Oui, voilà, c'est ça, ainsi que les branchements de l'outil avec d'autres. Avec les API. C'est ça. Et ensuite, je dirais aussi le data management. Alors, dans certaines entreprises, ça va être au sein de la DSI. D'autres entreprises ont fait le choix que ça soit à l'extérieur de la DSI. Mais en tout cas, n'oublions pas que... alors, moi, j'aime à penser que c'est plutôt une réforme data plutôt que fiscale, puisqu'en fait, la donnée, elle est vraiment centrale dans cette réforme. Et ensuite, tout ce qui va toucher à l'accompagnement au changement, c'est clairement quelque chose à ne pas négliger. Et surtout, connaître finalement les différents métiers, c'est-à-dire aussi bien le métier de recouvrement, les métiers comptables. Tous ces métiers-là, finalement, qui tournent autour de la facture, mais ça peut aussi être également la relation client, aussi, puisque parfois, pour vérifier la véracité d'une donnée, ça peut être intéressant de les mettre dans la boucle. Il est vraiment important, en premier lieu, d'avoir vraiment une vision, quels sont mes process comptables aujourd'hui, et aussi dégager une vision, qu'est-ce que je veux atteindre? Est-ce que je veux juste une simple conformité? Est-ce que c'est pas l'occasion d'aller aussi un petit peu plus loin? Et gros point d'attention aussi, c'est mon expérience qui parle. Dans une de mes expériences, on avait fait la cartographie des différents processus comptables. Et en fait, lorsqu'on a continué la mise en œuvre, on a découvert qu'un petit service qui n'était pas dans la boucle du projet
utilisaient un tout autre outil, avaient leur propre fonctionnement. C'était quelque chose d'historique. C'est simplement, c'était une filiale. Donc à la base, c'était une autre structure qui avait été rachetée. C'était une filiale. Donc voilà, ça nécessite quand même d'avoir une vision claire de comment est-ce que les métiers travaillent. Je vais prendre un autre exemple. Aujourd'hui, je suis une entreprise, je facture, j'envoie une facture à l'un de mes clients. J'envoie par mail, sauf que, zut, je me suis trompé sur cette facture, c'est pas le bon montant. Bon, je peux lui dire, je suis désolé pour cette facture, je t'en envoie une nouvelle. Bon, demain, ça va changer. Demain, ça sera soit un avoir, soit une facture rectificative, puisque la réforme impose aussi que chaque facture soit unique dans le système d'information. Avec cette réforme, il y a plein de petites choses comme ça qui peuvent conduire à de la complexité dans la mise en œuvre, dans l'accompagnement au changement. Il y a aussi des cas d'usage. On ne va pas forcément entrer sur la plus de trentaine de cas d'usage qui existent aujourd'hui, mais en tout cas, ça nécessite vraiment de faire une étude, un état des lieux et comment je me projette dans cette réforme. Il y a aussi le fait, par exemple, à l'international, si mon client est à l'international, je ne facture pas forcément de la même façon. Il y a aussi des petits détails. Est-ce que l'entreprise qui est à Monaco, inscrite au SI de Menton ou pas, est-ce qu'elle a assujetti, etc. Enfin voilà, c'est une réforme qui est extrêmement complexe, clairement. J'ai l'impression que je vois un peu les Cassandres. Non, mais il faut en parler. Et en fait, c'est essentiel parce que là, aujourd'hui, on a en audience des DSI, des DAF, enfin, des métiers différents qui vont chacun avoir la vision de comment je peux participer, finalement, comment je peux accompagner les entreprises. On va avoir besoin de managers de transition avec un regard extérieur à l'entreprise pour porter ça. Les opérationnels, avec leur quotidien, ils ne peuvent pas forcément porter ça. En fait, ça nécessite, je pense, de pouvoir prendre du recul, d'arriver à convaincre aussi les différentes parties prenantes et aussi parfois de ne pas forcément être de l'entreprise, quelque chose qui aide aussi. Et aussi, passer par un manager de transition permet aussi de bénéficier en fait, de l'expérience que le manager a pu avoir ailleurs. Je vais prendre un exemple concret. Les données qu'aujourd'hui je dois mettre dans mon reporting, moi, par exemple, dans la première expérience, j'ai regardé les spécifications, j'ai fait ma petite liste. Pour ma deuxième expérience, j'avais déjà cette liste des choses qui peuvent paraître bêtes, mais en fait, ça peut faire gagner du temps. Donc, vous êtes des vrais catalyseurs, en fait. Oui, c'est ça. Ça permet d'accélérer, d'aller plus vite. Et encore une fois, n'oublions pas, c'est dans un an. Donc, c'est quasiment demain. C'est demain, ouais. Donc, c'est un point à ne pas négliger parce qu'autant on peut être une petite entreprise, dire j'ai le temps en 2027. Non. Attention, il faut être aussi en capacité de recevoir la facture l'année prochaine pour le mois de septembre. Et on sait très bien que juillet-août, généralement, c'est une période où tout marche au ralenti sur la mise en place des différents outils. Merci beaucoup. Je vais compléter ce que dit Cédric. Tu as entièrement raison quand tu dis qu'il faut quelqu'un d'extérieur. C'est dans notre première recommandation chez Sedge. Alors, on a l'habitude de dire que c'est notre vendeur, nos intégrateurs, l'expert comptable. Je vais rajouter à la liste maintenant le manager de transition. Clairement, aujourd'hui, les ETI ou les PME n'ont pas la ressource disponible en l'état pour porter ce projet. Donc, avoir quelqu'un d'extérieur, que ça soit sur une journée ou 2 journées par semaine, je ne connais pas bien votre fonctionnement, mais c'est clairement… C'est pas forcément du temps plein. Aujourd'hui, c'est vraiment un besoin qui est demandé. Alors, là, c'est pour le projet de la facture électronique, mais c'est aussi dans le projet de déploiement d'un ERP en général. Donc, je crois vraiment de plus en plus à ces managers complémentaires. Je crois qu'on a été un peu bavard. Je regarde la régie en me disant qu'on n'a pas un petit peu en retard. Ça va, on tient un petit peu. Juste du coup, merci beaucoup. Peut-être juste pour ouvrir un petit peu quand même, parce qu'on a la facturation électronique, mais il y en a quelques autres qui arrivent derrière. C'est quoi les prochains enjeux derrière? À quoi on doit se préparer? Plus de la facture électronique? Ouais. Il y a la césure technologique de l'IA. Et alors là, c'est spectaculaire. Ça va tellement vite. Ouais, ça va très très vite. Et là, même constat, mêmes observations, même constat. Mêmes élèves, même constat. Ouais. C'est-à-dire qu'on est un peu à la traîne, mais c'est normal, j'ai envie de dire, parce que culturellement, on est un peu frileux. Il y a un vrai sujet de peur. Peur de la fiabilité, peur de la sortie des datas, peur de la sécurité. Voilà. Donc, c'est pas grave. Ça veut dire que c'est à nous, en tant qu'éditeurs, de rassurer. Donc, l'IA est un outil exceptionnel qui va permettre l'enjeu pour nous, éditeurs, c'est d'aider toutes les entreprises françaises de le prendre, de l'utiliser de manière très concrète, très pragmatique,
et de gagner du temps, gagner de l'argent. Et donc, c'est probablement l'enjeu de la prochaine décennie. Ça a déjà commencé, c'est pas demain, c'est déjà aujourd'hui. C'est déjà, alors pour vous dire, nous, on a l'IA est déjà embarquée dans nos solutions. L'analogie, la meilleure analogie, c'est YouTube. En gros, quand on tape quelque chose, comme par hasard, c'est toujours les mêmes sujets qui reviennent. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que derrière, il y a des moteurs avec des maths qui viennent analyser. C'est la même chose pour nos solutions Sedge. En gros, on a mis de l'IA embarquée dans nos solutions pour faciliter l'usage. Okay, Sedge Copilot, j'invite pour le fun, c'est 2 minutes, allez sur YouTube, tapez Sedge Copilot, vous verrez une démo, c'est extraordinaire. En fait, c'est un copilote et vous pouvez interagir et poser des questions sur quels sont, on est au mois d'avril, quels sont mes impayés, mes plus gros mauvais payeurs, mon chiffre d'affaires, mes plus grosses factures, à quoi ressemble mon cash flow d'ici fin juin. Ça prévoit, ça fait à la fois de l'automatisation et aussi de la prévision, l'augmentation de la capacité de l'utilisateur. Ça, c'est un gros sujet. Et la question derrière ça, pardon, je te coupe, mais c'est pas quand, c'est est-ce que j'y vais, mais c'est quand j'y vais et le plus possible. Ouais, et donc, il y avait toutes les entreprises vont devoir basculer. C'est un peu comme nous. Je fais l'analogie. Probablement que ces 12 derniers mois, vous avez tous installé sur votre téléphone ChatGPT. Vous avez tous essayé de regarder d'une manière ou d'une autre, poser des questions sur des questions que vous auriez posées sur Google, vous les posez sur ChatGPT. Prévoir vos vacances de l'été prochain. Voilà, c'est exactement la même chose, mais traduit dans le monde de l'entreprise, à poser des questions sur, et donc, sur le compte de résultat, le bilan, la donnée de l'entreprise. Et ça ouvre le champ des possibles au-delà de l'utilisateur classique. Bien sûr. Du directeur comptable, du contrôleur de gestion, de la personne qui passe les commandes, du dirigeant d'entreprise. Ça ouvre à des opérationnels parce qu'ils peuvent accéder à des informations sécurisées, légiférées avec des codes, des accès aux codes, tu vois, et ça permet d'utiliser. Par exemple, dans un univers un peu ancien, ce qui est encore le cas de beaucoup de nos clients, c'est beaucoup limité à la connaissance. Souvent, il faut connaître le logiciel, avoir suivi les formations, suivi quels sont les menus, les formules, les codes et tout ça. Là, avec l'IA, tu démocratises, tu démystifies l'usage. C'est ça, on est dessus aussi. Nous aussi, on a utilisé l'IA dans nos solutions pour générer des matchings beaucoup plus forts et pouvoir laisser du temps à la rencontre et au culture fit. Et donc, toute la partie vraiment screening, matching, des compétences, des expertises, des secteurs d'activité. Maintenant, ça, on l'a automatisé pour nos clients et on leur fait gagner du temps au quotidien dans leur recrutement. Je rajouterais quand même 2 choses importantes sur la partie IA qui est effectivement l'enjeu d'aujourd'hui. C'est plus dans les prochaines années, c'est maintenant. On a déjà beaucoup de clients qui utilisent ça. Il y a une notion importance de la data. Pourquoi est-ce que ça prend du temps de sortir un Sedge Copilot comme sur l'ensemble des lignes de produits? Parce qu'il faut une qualité de data qui est essentielle. Sinon, derrière, c'est des erreurs, c'est des hallucinations. Donc, nos équipes IA travaillent principalement là-dessus aujourd'hui. Comment c'est 25 millions de factures qui sont analysées par semaine chez Sedge pour pouvoir avoir les bons LLM, les bons langages, pardon. Ça, c'est le premier enjeu. Les cas d'usage. Les cas d'usage. Donc, c'est génératif, donc il faut que ça apprenne. Donc ça, et puis il y a l'humain. Aujourd'hui, on est sur de l'IA, mais il y a toute une charte éthique derrière l'usage chez Sedge de l'IA qui est essentielle et qu'on doit rappeler en permanence. C'est aujourd'hui comment est-ce que l'humain est au cœur de la décision et reste au cœur de la décision. Et l'environnement? Alors, l'environnement. On ne peut pas parler d'IA sans parler d'impact. Oui, alors l'environnement, on pourrait parler de CSRD. On pourrait parler, c'est des enjeux sur lesquels on est aussi engagé, même s'il y a eu quelques modifications encore de réforme. On aime bien en ce moment nous challenger. Mais l'environnement est au cœur des sujets chez Sedge également. On pourrait parler de rachat qu'on a fait il y a quelques temps. On va faire un deuxième webinaire, on va en parler. Je pense qu'on a de quoi tenir. On a encore des sujets. On a un partenaire parce qu'en fait, c'est un métier. Donc, on travaille avec un partenaire qui s'appelle Equio. Voilà. Donc, j'invite, s'il y a des collaborateurs ou des personnes sur le call et qui veulent... qui voient l'utilité, la pertinence d'alliance avec Sedge, on est évidemment ouvert à la discussion. Equio est un exemple. On a une quarantaine de tech partners d'ISV avec qui on bosse. Equio, c'est leur métier. C'est une société qui s'est spécialisée dans justement le carbone, la protection de l'environnement. Et ils sont adossés à Sedge pour aider nos clients à veiller à être conformes.
en comptabilité extra-financière. Exactement. Ok, super. Merci beaucoup. On a un peu débordé. Je suis désolée. Voilà, c'est de ma faute. Ah, il y a plein de Mais questions, c'était intéressant. On a pas mal de questions exactement. Il y a Camille qui est en régie qui va nous rejoindre. Alors, je vais essayer de jouer avec la caméra. Si j'y arrive. En plus, on t'a capté là. Voilà, Vas-y. on ose tout. Voilà, vous voyez, Camille qui vient de nous rejoindre. Merci à tous, Camille, qui était dans l'ombre à veiller sur vous et qui a récupéré toutes vos questions. Il y en a déjà. Oui, il y a des questions, une petite douzaine pour être tout à fait exact. Donc, nous avons une première question d'Hervé Labouré. Donc, bonjour, je comprends qu'une nouvelle loi vient d'être votée concernant la facturation électronique. Ces impacts sont-ils déjà intégrés dans votre présentation? Il précise que l'amendement à la loi a été voté le 24 mars, semblerait-il. Alors, c'est un amendement. Alors, c'est pas. C'est effectivement, il y a eu des amendements, mais qui ont été votés en commission. Donc, ça, dans le processus législatif, on ne va pas faire un cours aujourd'hui, c'est uniquement en commission. Donc, c'est un processus qui est très long. Il y a d'autres amendements qui ont été rejetés. Et là, il devrait y avoir encore un nouvel amendement déposé là par des soutiens un peu plus au gouvernement qui devrait sûrement le rejeter. Enfin, c'est les informations qu'on a. Après, on verra ce qui va se passer. C'est pas encore terminé. Maintenant, Ouais. honnêtement, si je devais prendre ma position personnelle, je ne crois pas du tout à un report de la facture électronique. Ouais. En fait, Sage, en tant qu'entreprise et acteur sur le marché français, travaille à ce que ça se fasse, parce que les enjeux nous dépassent. En fait, vous avez compris que nous, on ne va pas gagner d'argent. On le met dans nos solutions, c'est offert. Voilà. Les enjeux pour les entreprises françaises est clé, mais vraiment clé. Et donc, du coup, on travaille, par exemple, avec l'ordre des experts comptables, avec qui on a extrêmement proche, puisqu'on les accompagne. On accompagne le métier des experts comptables, et ils sont aussi en train de pousser pour que ça se passe. Et on travaille avec, évidemment, GFIP, le gouvernement, les députés. Je suis extrêmement engagé avec nos affaires publiques pour influencer en ce sens. Effectivement, il y a des réticences, pardon. Effectivement, c'est compliqué, mais l'enjeu est tel que c'est la compétitivité de la France dans le contexte qu'on connaît, avec ce qui se passe au niveau international. Il est vraiment important que. C'est l'écho des cognacs tous ensemble. Et en fait, c'est un non-sujet. Les entreprises y passeront. Et comme on a compris que c'est que la première brique, je vais reprendre ton terme, et que derrière, il y a toute la transformation digitale avec l'IA, tout ça, si on ne commence pas par ça, on prend du retard. Et donc, c'est des marchés perdus, c'est de la compétitivité perdue pour les 4 millions d'entreprises françaises. Ouais. Et on n'a vraiment pas le luxe d'avancer en ce moment. Non, malheureusement, non. Bon, et puis, il y a aussi la lutte contre la fraude à la TVA, etc., ce qui fait que l'État n'a pas forcément, enfin, je pense, encore une fois, c'est mon opinion, hein, mais je ne pense pas que ça sera reporté, puisque, d'une part, c'est une réforme qui a déjà été reportée plusieurs fois, et d'autre part, effectivement, les acteurs de cet écosystème poussent souvent pour ne pas la reporter, puisqu'il y a aussi des enjeux de compétitivité, mais pour l'État, il y a aussi des enjeux budgétaires aussi, dans le contexte que l'on connaît à l'heure actuelle. Pour ça, à mon sens, je pense que ça ne sera pas reporté. C'est clair pour cette question-là. Nous avons une deuxième plutôt remarque de Monsieur Huet. Donc, votre terme PDP risque de créer de la confusion avec le terme PDP en gestion industrielle. Alors, c'est pas nous qui l'avons choisi. C'est l'État. Et c'est, on devrait dire, plateforme de dématérialisation partenaire. Mais c'est vrai que c'est dans le langage de l'AFNOR, de la DGFIP. Ça y est, c'est intégré. C'est complètement. Ouais, c'est un sigle, à vrai dire. Ça ne vient pas de Sage. Il y a 2 statuts. Il y a un statut OD, qui est le premier niveau, avec peu de responsabilités, et le statut PDP. Pour la faire très courte, l'État s'est désengagé justement de la collection et de la connexion entre les clients et les fournisseurs et de la collection de la TVA. Il a demandé à des candidats de lever la main. On est 80 acteurs PDP. 3 d'entre eux uniquement sont des éditeurs de logiciels, de solutions comme Sage. Et l'enjeu, on passe des tests, ça fait plus de 2 ans qu'on bosse dessus. C'est extrêmement rigoureux, extrêmement difficile. Il y a un dossier, il est un dossier qu'il faut déposer. On est ACC, c'est pas simple. C'est extrêmement exigeant. Je tiens à le partager. On fait en France quelque chose que aucun autre pays européen fait. Par exemple, il y a une notion de ce qu'on appelle le segment cloud. Ça veut dire que ça oblige que la data soit déposée en France et uniquement en France.
Aujourd'hui, il y a 2 ans, on en rigolait. Aujourd'hui, avec ce qui se passe aux États-Unis, Je suis du tout, oui. plus du tout. Voilà, je pense qu'en fait, l'État français bataille et ils ont raison parce que en fait, voilà, c'est pas anodin ce qui se passe à C'est un peu l'étranger. souverain aujourd'hui. Souvent, exactement. Et donc, c'est un investissement énorme. Nous, on a beaucoup d'ingénieurs. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'on bosse dessus. Et à la clé, c'est effectivement garantir ce que tu disais très bien, Cédric, c'est assurer de faire l'antifraude, collecter du cash, aider le budget de l'État. On est quand même sacrément en déficit et à travers la modernité aussi de l'entreprise. Voilà, donc, c'est un enjeu colossal. Et les OD, pour préciser, c'est les opérateurs de dématérialisation. Ce sont les autres éditeurs. Enfin, on est tous OD quand on est éditeur. Après, on n'est pas tous PDP. Ok. Donc, Très clair. Ouais. Cette relation avec les PDP, on a la relation avec la PPF pour collecter la TVA. Plateforme publique de facturation. Facturation. Ouais. C'est C'est plus des styles. Et pardon, Oui. encore une fois. Non, mais chaque métier a son jargon, mais j'imagine que notre audience est quand même déjà bien Oui, rodée. pardon, c'est vrai, c'est un vrai point, mais ça, c'est pas de nous. Une fois. Effectivement, tous les acteurs ne peuvent pas être PDP puisque le ticket d'entrée est quand même assez conséquent et des investissements à faire. On est sur des règles de sécurité très précises. Il faut héberger en France. Enfin, voilà. N'importe qui ne peut pas être PDP. Clair. Très clair. Donc, troisième question de Monsieur Vincent Leblanc. Bonjour, les associations assujetties et non assujetties à la TVA sont-elles concernées? Alors, je dirais que les associations assujetties à la TVA, oui, elles sont concernées par cette réforme. En fait, juste pour rappel, c'est tous les acteurs assujettis à la TVA. C'est bien association que ça peut être des syndicats, des entreprises, bien évidemment. Mais... pour les transactions domestiques. Oui. D'accord. Nous avons une autre question donc, de Jean-Luc Potier. Quel est le coût d'une PDP? Alors, ça va dépendre laquelle vous prenez. Avec Sage, c'est compris. Alors, avec Sage, on a fait, encore une fois, c'est du réglementaire pour nous. Et pour nos clients qui ont l'habitude de nous suivre, on s'attache vraiment à avoir le réglementaire toujours intégré. Donc, si vous prenez la PDP, la PDP Sage, elle est déjà intégrée dans la souscription d'aujourd'hui. Maintenant, ce qu'il y a derrière également, c'est les flux. Finalement, c'est ça qui va être monétisé par beaucoup d'acteurs. Nous, on a décidé d'intégrer les flux entrants et sortants jusqu'à 90-95% de nos clients. Ceux qui ont vraiment des énormes flux, et si vous vous rapprochez, vous verrez que vous n'avez que 5% qui sont concernés, devront payer. Mais là aussi, on a décidé de mettre un tarif très, très bas. C'est uniquement pour nous couvrir, clairement. Parce que nous, notre objectif, c'est qu'un client Sage aujourd'hui n'aille pas ailleurs chercher une autre PDP, puisqu'il est chez nous. Et si c'est le cas, vous vous intégrez avec une autre PDP, bien Oui, sûr. tout à fait. Notre rôle, c'est le gros travail des PDP, c'est l'interopérabilité. Comment est-ce qu'on fait pour se communiquer ensemble? Et puis le deuxième également, c'est j'ai fait le choix d'une PDP en 2025, enfin en 2026. Si je veux changer en 2027, comment je fais? Pas être otage de la solution. Exactement. Ok. Donc tout ça, ce sont des process en cours avec les travaux de la DGFiP et de la FNOR. Donc, dans lesquels nos équipes sont intégrées. Donc, il y aura la possibilité de changer de PDP à un moment donné, c'est sûr. Et puis, également, j'alerterai sur le fait que tous les acteurs aujourd'hui qui vous disent « prenez ma PDP », c'est impossible. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, la DGFiP et la FNOR n'a toujours pas défini quels étaient les formulaires à remplir. Donc, on est encore aujourd'hui dans cette attente et on espère qu'au mois de juin, on aura les informations complètes pour permettre à l'ensemble des... Personne n'est forcément en PDP. Personne. On est tous dans un processus de validation. On est des candidats. Sous réserve. Donc, tous ceux qui vous disent je suis PD, non, on est tous candidats et à un moment donné, on passe des tests, on parle et à un moment donné, il y aura effectivement une validation. La question que j'essaie de me mettre à la place des personnes qui nous écoutent, ça paraît compliqué, c'est des termes, on parle depuis 45 minutes, quasiment 1 heure. En fait, il faut vraiment démystifier. Dans des solutions de compta et de finance, la gestion de order to cash et procurement to pay, ça fait partie, c'est le B à bas des outils. Et donc, soit ça est carrément intégré dans nos outils de solution, c'est souvent le cas pour des petites entreprises. Pour que l'auto-entrepreneur, le coiffeur, le restaurateur, il n'ait même pas à se poser la question et ce sera de facto conforme. Pour les PME et les ETI, on a carrément un portail dans le logiciel, on va pouvoir voir toutes les factures émises et reçues avec le
le timbre, le statut digital avec et cette faculté d'envoyer de manière automatisée avec l'IA des lettres de relance. Et donc, voilà, imaginez un portail dans la solution où on peut suivre ses facteurs clients et l'avancée des paiements. Et directement connecté avec, je dirais, les autres modules de la banque, les comptes clients et tout ça. Donc, vraiment extrêmement simple. Et on s'est posé la question depuis maintenant 1 an, comment faire, parce que évidemment, tout l'écosystème est stressé, tout le monde a peur. Est-ce que, voilà. Donc, on est en train de travailler sur un portail qui soit disponible pour les clients qui ne soient pas Sage. En gros, que n'importe qui puisse aller sur un portail, l'utiliser et partager ses factures qui soient conformes sans avoir forcément la solution Sage. Voilà, ce qui fait que ça va rassurer beaucoup les experts comptables, rassurer beaucoup les TPE, les auto-entrepreneurs pour qu'ils n'aient pas à acheter une solution de comptabilité, mais plutôt utiliser tout de suite un outil. Vous assumez bien votre rôle de leader quand même là, pour faire les lignes et les marchés. Vous avez compris, en fait, on est partenaire, éditeur, donc c'est une obligation pour nous. Voilà, c'est accompagner nos clients et même ceux qui ne sont pas encore clients. Voilà. Alors, autre question, merci pour cette réponse très complète. Michel K, est-ce que la facture électronique va pouvoir gérer dans le cadre de la TVA intracommunautaire les écritures d'autoliquidation? Ah, c'est pointu. Tout technique. Alors, je vais appeler un ami. On l'apprend et on va revenir vers vous. Cédric, c'est le contact de la personne? Oui, bien sûr. Ouais, super. Je ne vais pas avoir la réponse. Néanmoins, on a beaucoup de websem, beaucoup de sujets d'information. On va d'ailleurs organiser prochainement une session de questions-réponses publiques pour nos clients et non-clients, où là, on aura tous nos experts avant-vente, facture électronique, qui seront présents dans un live comme celui-ci, où on y répondra. Maintenant, questions parfois très précises. Ouais. Alors, question suivante d'une personne dont je n'ai pas le nom entier. Les TPE qui délèguent leur compta à un cabinet comptable vont-elles devoir choisir un cabinet qui a signé un contrat avec une PDP? Et quel est le processus dans ce cas-là? À mon sens, de toute façon, un cabinet d'experts comptables, de toute façon, a sa propre solution, et cette solution devra s'intégrer avec une PDP, quelle qu'elle soit. Donc, le sujet des experts comptables fait partie de l'écosystème. Aujourd'hui, on travaille aussi avec les experts comptables pour leur fournir des solutions, comme Arnaud l'a décrit. Et les experts comptables sont essentiels dans les TPE, dans les micro-entreprises, pour accompagner sur la partie, le choix de la PDP ou de la solution d'une PDP. C'est même eux les acteurs de premier plan. Complètement. D'ailleurs, s'il y a des experts comptables qui nous écoutent, rendez-vous le 24 juin. Et ben on diffusera, si vous voulez bien. Hein, très gros événements experts comptables. C'est noté. Donc, question suivante. Qui, selon vous, doit porter le sujet en interne? La finance, l'ADV, la DSI ou la DG? Le manager de transition. Excellente réponse de Nicolas. C'est une question assez complexe. Moi, mon expérience, elle me dit que ça devrait être la DAF, puisque c'est elle qui travaille de toute façon avec l'ERP, travaille le plus justement avec la solution, donc en l'occurrence Sage. Maintenant, la problématique n'est pas tant qui va porter ce projet, c'est comment j'embarque toute l'entreprise sur cette problématique-là. Et là, c'est un enjeu qui n'est pas simple, parce que, comme évoqué tout à l'heure, l'accompagnement au changement ne va pas être forcément simple. Ça nécessite d'avoir des gens qui peuvent avoir un regard extérieur. À mon sens, je répondrais plutôt d'une autre manière, qui est de dire on ne peut pas faire le projet sans embarquer à minima la DAF, la DSI, la data et tous les services qui gravitent autour des processus de la comptabilité. Et j'inclus aussi dedans même la relation client, puisque donc l'ADV, donc en l'occurrence, je ne vais pas dire joue, mais en tout cas font partie, c'est ça, ont un rôle, font partie justement de cet écosystème comptable. Et c'est aussi important aussi que le COMEX s'embarque dans ce projet-là, puisque c'est pas juste un petit projet qu'on mène comme ça sur le côté. Non, c'est un vrai projet qui risque de transformer la manière dont l'entreprise fonctionne, ne serait-ce qu'au niveau de la data, au niveau de comment je facture, comment je reçois les factures, parce que comme ça a été évoqué,
La prise de décision va pouvoir être beaucoup plus rapide, puisqu'on aura les informations très rapidement, par exemple, sur où est-ce que ma facture en est. Et ça permet aussi d'identifier peut-être des axes d'amélioration, ce type de choses-là. Donc, je dirais vraiment, c'est d'embarquer toute l'entreprise. Après, ça, c'est le monde idéal. Dans la vraie vie, ça se passe toujours un petit peu différemment. Donc là, ça va vraiment dépendre de la culture d'entreprise. Mais en tout cas, si vous pouvez Allez embarquer chercher le les- maximum de... Je me range derrière ton conseil. Exactement ce que tu viens de dire. Ça prend la forme d'une squad avec un owner, quelqu'un qui porte le crayon, donc un exécutif sponsor, comme on dit. Alors, la DAF, Ouais. le directeur financier, la directrice financière. Et après, dans la squad, des représentants de plusieurs fonctions. C'est ce que tu viens de dire. Je ne fais que rephraser et je me range derrière ton conseil. À mon avis, c'est la meilleure façon de faire. Ne pas s'arrêter uniquement à la partie réglementaire. Ouais, C'est vraiment l'enjeu aujourd'hui. Oui. Il est, Oui. profitons de ce moment-là pour aller au-delà d'uniquement Non, du je flux. métier. Très Ouais, bien. c'est évident. et apporter une vraie valeur ajoutée, justement. Très bien. Nous avons donc une autre question de Michel Brandicourt. Dans le cadre des formateurs qui facturent sans TVA et qui ont aussi une activité de conseil avec TVA, que se passe-t-il? Alors là, on entre dans les points vraiment... Ouais. On pourra revenir vers vous sur toutes ces questions un peu précises. Alors, On va les regarder. La base, Ouais. si vous êtes assujetti à la TVA, vous êtes Ok. concerné. Si Mm. vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous ne l'êtes pas. Mais encore une fois, c'était ce qu'on disait, c'est-à-dire que c'est une réforme vraiment qui va vraiment avoir un impact sur vraiment plein de choses. Très bien. Donc peut-être une autre question aussi technique. Que pensez-vous d'avoir 2 PDP différentes pour la facturation client et fournisseur et de mener les 2 projets distinctement? Je vais parler interopérabilité. On peut parler d'interopérabilité. De toute façon, les PDP devront communiquer ensemble. Là, c'est une obligation. Là, on parle plutôt du flux d'achat et du flux de vente. Ça va dépendre de votre organisation et surtout des outils que vous avez déjà en interne qui peuvent. Ça commence à se voir. On n'a pas assez de recul pour savoir sur la pertinence. Peut-être que Cédric, tu en as pas plus que moi. Moi, j'ai déjà vu effectivement ce type de fonctionnement dans une de mes expériences sur le sujet. Souvent, ça va être lié à des problématiques internes, on va dire. C'est pas impossible. Maintenant, vous allez juste gérer 2 contrats différents et voilà, c'est des PDP qui peuvent communiquer entre elles. De toute façon, même si vous fonctionnez qu'avec une seule PDP, comme ce sont des flux qui sont normalisés, changer de PDP ne va pas non plus être quelque chose d'impossible à l'avenir. Ouais, alors ça c'est sûr. Changer de PDP sera possible. Regardez bien la notion de coût. Donc, quels sont les coûts derrière la PDP que vous avez aujourd'hui, qui vous est proposée? Ça va être un sujet. D'accord. Et donc Frédéric Texier, c'est peut-être un petit peu ce qu'on a commencé à dire déjà, demande si les PME et les TPE vont avoir du coup besoin d'un DAF à temps partagé. Tout dépend de leur organisation interne, je dirais. C'est pas lié à la PDP, c'est lié à leur. Pour moi, c'est pas forcément lié à la PDP. Peut-être la prise de décision plus rapide aussi, Ouais. un pilotage plus étroit permet. Ça vaut le coup d'avoir quelqu'un Il faut plus être frontalement sur le sujet. Ouais, et Ah. il y a chaque entreprise des voies Ouais, différentes. ta gouvernance, ouais, bien sûr. Donc, autre question, pour un auto-entrepreneur en cadre de transition qui fait une facture par mois, faut-il passer par une plateforme spécifique? Alors, aujourd'hui, si ce cas existe, on a une solution qui s'appelle Sedgeactive, qui est une solution à destination principalement des auto-entrepreneurs et des micro-entreprises. Il faut s'équiper. De toute façon, le devis sous Excel ou sur Word, c'est terminé. Donc, nos managers de transition, là, qui sont en SASU ou qui sont, on doit Ouais, passer ouais. clairement à. Ouais. Et l'outil, la facture sera émise de manière conforme. Donc, Il faut se confier à l'outil et se c'est reporter. un souci en moins pour Oui. nos auto-entrepreneurs. Oui, qui n'ont pas trop de temps à passer, c'est non. la facture, en fait. Ouais, Non, c'est non, sûr. et puis gestion. Enfin, la Et à la gestion. fin du mois, quand il va envoyer ses factures à son expert comptable, tout sera fait en conformité. OK. Autre question de Monsieur Huet, pour une petite entreprise, une PME, quelle est selon vous la volumétrie ou la quantité maximale de factures clients qui permet de rester sur une dématérialisation des factures, c'est-à-dire quelque peu manuelle, via le portail Chorus? Alors, le portail Chorus, c'est pour la partie publique. C'est pour le secteur public. Donc, Chorus va rester pour la partie publique. Là, il y aura toujours la PDP, c'est vraiment pour la partie privée. Si c'est la question. Essentiellement le volume de facture, je crois. Oui. Ça dépend beaucoup de
du profil de l'entreprise. En fait, je reprends ce qu'a dit Nicolas, d'une TPE, hein, 1 ou 2 ou 3, 5 personnes, en passant par une PME, 20 personnes, 6 millions de chiffre d'affaires, en passant par une ETI, le volume de factures est évidemment radicalement différent. Ce que je dis là, c'est une lapalissade, hein. Et donc, du coup, on a regardé en fonction de chaque typologie de persona, quels étaient les plafonds. Et on a mis effectivement un plafond au-delà de 95%, c'est payant. En dessous, ce ne sera pas assez gratuit. Les 5%, ça peut être payant et pas cher, Nicolas, c'est vraiment quand l'activité d'entreprise est vraiment exceptionnelle. C'est-à-dire, en gros, qu'elle fait un volume de factures, plusieurs dizaines de milliers de factures par mois. Et donc là, ouais. En fait, pour chaque typologie de persona, on a adapté pour que la très, très grande majorité soit tranquille. Pour nous, l'objectif, c'est que ça se passe bien et qu'il n'y a pas une source de stress. Une TPE qui a aujourd'hui un Sedge 50 ou un Sedge active, on estime à 500 factures entrantes et sortantes par mois, donc ça fait 6 000 par an. Un X3 qui est plutôt une filiale de grand compte, on est à 60 000 par an. Donc Oui, clairement, ça couvre entre 90 et 95% des entreprises en fonction des lignes. Il va nous rester 2 petites questions. Donc une de Daniel Ginet. Sage recherche-t-elle des consultants pour mise en œuvre en Afrique centrale? Qui contacter? Alors, on sera au JITEX la semaine prochaine. Ouais. Dès lundi, de lundi à jeudi, on est à Marrakech pour le JITEX, qui est l'événement de technologie sur tout le continent africain. Sage est extrêmement présente depuis plus de 30 ans sur l'Afrique, le Maghreb, mais aussi l'Afrique subsaharienne, avec des parts de marché spectaculaires, qui oscillent entre 60 et 66% pour chaque pays. Donc, du Maroc, tout le Maghreb, en descend par la Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Congo. Donc, c'est extrêmement connu depuis quasiment 30 ans maintenant. Et évidemment, la réponse est oui. Rapprochez-vous de nos collaborateurs ici en France qui couvrent l'export ou carrément avec notre filiale au Maroc. On a Sedge au Maroc qui est présent depuis tout le temps et qui a une très forte présence. Les deuxièmes, après Sedge, avec ses 66%, c'est SAP. Et d'un pied à l'autre, ils oscillent entre 11 et 17% de part de marché. Ouais. C'est pour vous dire la présence de Sedge. Et c'est beaucoup un marché de PME, ETI et TPE en Afrique subsaharienne et Afrique du Maghreb. De nouveau, chaque pays, il va faire sa propre calendrier. C'est incroyable. Et du coup, par exemple concret, le Maroc, les autorités marocaines se sont rapprochées de Sedge pour comprendre comment ça se passait en France et rapprocher le Maroc avec les autorités françaises. Exactement, exactement. Voilà, donc on est très content de pouvoir aider. Donc la réponse est oui. Sedge France ou Sedge Maroc, rapprochez-vous de nous et on saura vous accompagner. Il y a énormément de boulot. Parce que c'est-à-dire qu'il y a des situations de transformation, d'accompagnement pendant les 24 prochains mois. J'ai envie de dire jusqu'en 2030 facile, parce que la brique facture électronique va enclencher d'autres transformations. Donc vous êtes les bienvenus, on a besoin de vous, c'est ça que ça veut dire. Et donc nous allons pouvoir conclure sur la dernière question donc, de Laurence Barlou. Quel est le mécanisme pour les entreprises travaillant en dehors de l'Europe et que se passe-t-il quand un pays change les règles du jeu? Il n'y a jamais de changement de règle. Hein. C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, Arnaud. Hein, déjà, la première étape, c'est que notre R&D s'arrache les cheveux. Voilà, parce qu'il faut recommencer. Mais au-delà de la blague, ça fait 40 ans que Sedge existe, 40 ans qu'on doit s'adapter aux réglementaires. C'est quelque chose qu'on connaît très bien. On parle de la France, de l'Europe du Sud, mais c'est le cas pour l'ensemble des pays dans lesquels Sedge est présent. C'est notre principale force, le réglementaire. Maintenant, s'il y a des changements, on s'adapte, on adapte nos logiciels et puis on accompagne. Alors, du coup, je vais rebondir sur ce que dit Nicolas. La réponse, elle est extrêmement large parce que ça dépend beaucoup de là où le client, le fournisseur se trouve. Donc, si vous avez un client, un fournisseur aux États-Unis, l'éditeur de logiciel qu'il a est censé être conforme. Donc, nous, par exemple, on est deuxième acteur aux États-Unis. C'est énorme. Hein. Sedge aux US, c'est juste spectaculaire. Et donc, si votre client ou fournisseur est chez Sedge, là-bas, pas de souci, il y a toute la conformité locale est faite. Grâce à l'élément que Nicolas a mentionné, j'en profite, le Sedge Network, c'est un network, c'est un réseau
qui est sur AWS et qui connecte la totalité de nos clients au monde, qu'ils soient aux États-Unis, en Europe, en Asie, en Australie ou en Afrique. Ils sont connectés à ce network. Et du coup, ils bénéficient des mises en conformité locales. Donc, le fait d'être, en fait, notre obligation, c'est d'être conforme pour chaque législation. Si vous achetez un X3 en Norvège, au Danemark, en France, au Sénégal, au Cameroun ou en Australie, vous avez forcément la législation locale. C'est notre première obligation. J'ai envie de dire, c'est le b.a.-ba. Ça fait deux choses, c'est la législation locale et la compta, les normes comptables locales. Voilà. Et après, c'est comment on vous accompagne, vous, quand vous allez à l'étranger. Facture, client, fournisseur, client à l'étranger. Et donc, c'est là que le network a toute sa force de frappe. Souvent, nos clients PME, ETI, à hauteur de 75%, ont des clients à l'étranger et des fournisseurs à l'étranger. On sait faire, c'est notre métier. Dans ce contexte-là, l'internationalisation s'impose. En fait, on est censé. By design. Bah oui. Oui, fait par Sedge ou par nos partenaires également. Des grosses forces de Sedge, on parlait de l'écosystème tout à l'heure. La législation, elle est portée par Sedge, mais dans certains cas, c'est aussi des Le maillage des réseaux, les réseaux de partenaires, c'est grâce à eux en fait qu'on s'appuie parce qu'ils ont cette proximité régionale. Bon, super. Mille merci. On a affreusement débordé. Je suis désolée. Voilà, c'est de ma faute. Mais en même temps, c'était hyper intéressant et je trouve ça dommage. On est un peu bavard. Quand on est passionné. Je retiens quoi? On retient que c'est maintenant. On n'attend pas. Que c'est un enjeu de data super, super fort. Hein, que c'est pas qu'un enjeu de réglementaire. Et que ça va être surtout très évolutif. Hein, la notion de brique, je pense qu'on va tous la garder. Voilà. Et qu'il y aura besoin de renfort. Sortir du cadre uniquement réglementaire pour aller chercher des opportunités. Je pense que c'est le message qu'il faut tourner ça comme une opportunité. C'est une opportunité. Ouais. Tourner une contrainte en opportunité. Merci. C'est important. Génial. Eh ben, un grand merci à tous d'être restés très nombreux jusqu'au bout, malgré le dépassement du timing initialement prévu. On était ravis de vous avoir. Un grand merci pour votre accueil. Merci beaucoup. Ultra chaleureux. Merci à vous. Vous êtes les bienvenus pour une deuxième session. Et bah oui, en plus, on a plein de sujets à aborder. Donc, on se revoit bientôt. Très bonne journée. À très bientôt. Merci. Au revoir.